high fidelity. That's great. Sex. That's entertainment. Fantastic. Perfect life. Robert Poujade nous parle de la rencontre de ses parents en captivité pendant la Seconde Guerre mondiale. Il nous livre les blessures d'un passé que le temps ne parvient pas à refermer et les espoirs aujourd'hui de retrouver les membres d'une famille disloquée. Bonjour Robert, merci de nous recevoir chez vous, à votre domicile à Bergerac, pour nous raconter une histoire qui aurait pu faire l'objet d'ailleurs d'un scénario de film, à ceci près que ce film il n'a pas été écrit, ou sinon par l'histoire avec un grand H. Par contre, vous l'avez vécu et vous l'avez surtout subi, votre famille et vous. Cette histoire, c'est d'abord la rencontre improbable d'une femme et d'un homme qui deviendront votre mère et votre père. Rien ne prédestinait à ce que leur chemin se croise, a priori. Pourtant, voilà, le destin ou le hasard de la vie, puis également les circonstances de la période à laquelle ça se passe, les ont réunis. Donc c'est aussi le témoignage d'un passé qui est encore proche de nous, mais qui malheureusement, ou peut-être heureusement d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas malheureusement dans nos consciences, petit à petit est en train de disparaître, de devenir quelque chose en filigrane, d'évanescent et de tomber un peu dans l'oubli. Je vous laisse la parole pour nous raconter cette histoire de la rencontre notamment de vos parents. Je suis né donc à Calès, dans un petit village pas très loin d'ici. Donc je suis le fils de Poujade René, qui était jeune soldat donc en 1939. Sa campagne, il a fait l'Alsace, la Marne, l'Alsace, la Lorraine, et ils sont repliés vers Dunkerque, les Ardennes, je crois. Il me semble, je ne sais pas s'ils ne sont pas passés en Belgique. Et c'est là, dans l'opération Dynamo, l'invasion des Allemands, donc ont encerclé ces soldats qui étaient regroupés, qui tentaient de s'échapper pour aller rejoindre l'Angleterre. Et il a été pris là, fait prisonnier avec d'autres soldats. Et ils sont partis, ils nous racontaient, quand nous étions jeunes, ils nous racontaient qu'ils ont marché en faisant un nombre de kilomètres, 60-80 kilomètres par jour, et en traversant donc la Belgique, l'Allemagne, pour finir en Tchécoslovaquie, qui était allemande, qui était annexée, quoi. À l'époque, oui, c'était... il a été enfermé dans un camp, un stalag, c'est le stalag 8A à Gorlitz, donc Tchécoslovaquie. J'ai sa plaque que je n'ai pas là, malheureusement, qui est chez ma mère, qu'on conserve. Donc mon père était resté à peu près 2 ans, je crois, prisonnier, dont les conditions donc, de vie étaient quand même assez difficiles, manque de nourriture, pas d'hygiène, il y avait des typhus, il y avait des dysenteries, il y avait beaucoup de choses. Il est tombé gravement malade. Donc il a été hospitalisé et soigné, puisque c'est la convention donc, de Genève et surveillé par la Croix-Rouge. Et donc heureusement il a guéri. Et pour l'envoyer en convalescence, il a été envoyé dans une ferme pour travailler. Il braconnait un petit peu pour améliorer l'ordinaire, notamment l'histoire de ce chevreuil. Il avait attrapé un jeune chevreuil au collet, et donc il a dû être, il devait être surveillé, il a dû être pris par la police allemande, et il est passé devant un conseil je ne sais pas comment on appelle ça, un tribunal militaire. Oui. Et les SS voulaient donc, il était condamné de toute façon d'office. Et c'est là qu'il a été sauvé, oui, en partie, parce que les Allemands qui régissaient la ferme, cet officier est intervenu, il a salué, il s'est mis au garde à vous,
Et il a fait l'avocat un petit peu de mon père en disant, voilà, c'est un brave homme, il travaille et tout, il a fait cette bêtise et tout ça. Et l'officier SS qui l'avait pratiquement condamné pour l'envoyer, on ne sait où, le fusiller, a dit, bon, ben, amenez-le et que je ne veux plus revoir parce que la prochaine fois, voilà. Il faisait même du schnapps, il avait fabriqué un alambic. Et même, il y avait des vieux soldats allemands qui devaient des anciennes, certainement 14-18, qui étaient là, qui étaient plutôt embêtés. Ils faisaient les gardes-chiourmes, surveillaient les prisonniers, qui travaillaient dans les champs, pour pas qu'ils s'échappent. Il y en avait bien qui a réussi à s'échapper, mais qui étaient repris. Il y a eu de nombreux cas de prisonniers qui se sont échappés, repris plusieurs fois et tout. Et ils faisaient du troc avec ces vieux braves soldats allemands là, et pour échanger des cigarettes ou du chocolat. Et c'est là, avec comme ça, qu'il avait repéré une jeune prisonnière, ma mère, russe, donc, qui travaillait aussi au champ, et avec un échange il nous racontait avec du chocolat, et il a connu ma mère, et bon, après l'amour est arrivé. Et de cet amour, ma mère est tombée enceinte. Alors, votre mère, pardon, juste pour préciser, votre mère, elle avait été faite prisonnière, elle, en Russie, à Stalingrad. Elle est née, donc, elle, à Leningrad, pas Stalingrad. Pardon, Leningrad. À Leningrad. Elle avait été faite prisonnière lors de l'encerclement de Leningrad par toujours les Allemands. Donc elle a été capturée avec sa mère, Anastasia Vlasova, et une de ses sœurs, Maria. Alors ces trois femmes, ces trois prisonnières, ont été envoyées de Russie en Tchécoslovaquie, travailler dans une ferme dans la région de Breslau, et dans la région de Breslau, pas loin de Gorlitz. Mon frère est né en 1944, donc dans cette ferme, et il était caché, parce que évidemment si les nazis avaient été au courant de l'union de mon père et ma mère, et puis qu'ils avaient eu un gosse, ils liquidaient tout le monde. Ça, c'était interdit, strictement interdit en plus. Voilà. Alors ensuite, il y a eu la libération de ce camp de Halbstadt, je crois, par l'armée rouge qui est arrivée, qui est avancée. D'ailleurs, ils attendaient parce qu'ils entendaient les combats, ils entendaient nuit et jour, ça bombardait. Ils voyaient que les Allemands commençaient déjà à se sentir qu'ils étaient fichus, quoi, hein. Déjà, ils avaient perdu sur le front de l'armée de l'Est, donc les Russes avançant vers Berlin, ils sont arrivés, ils ont libéré tous ces prisonniers-là. Les soldats de l'armée rouge ont dit, bon, vous, Yves, vous êtes les Russes, Rouski, là, Italiens, Allemands, Français, ils faisaient un petit peu de... Ils ont voulu séparer mon père et ma mère. Et c'est là qu'elle a dit, non, moi, je veux suivre... elle a montré mon père, et elle a montré qu'elle avait un enfant avec. Alors, ils ont dit, bon, mais... ils leur ont expliqué que si ma mère, pour pouvoir entrer en France, pour avoir des papiers, il fallait qu'elle se marie. Et c'est ce qui est arrivé. Elle a fait ses adieux à sa mère et à sa sœur, qui, elle, ne pouvaient pas revenir, et qui, elle, voulait retourner à Leningrad. La dernière fois que ma mère a vu sa maman et sa sœur, elles se sont dit adieu. Elles étaient en train de rechercher de la nourriture parce qu'elles étaient vraiment affamées. Il n'y avait plus rien à manger. Les Allemands, chacun pillait ce qu'il pouvait à droite, à gauche. Bon, et ils se sont dit au revoir, et elle a perdu trace. Toute cette enfance, moi je l'ai vécu. Les histoires d'un côté ma mère que je voyais pleurer parce que c'est vrai qu'il y a eu un manque quand même, nous, de ne pas avoir de nouvelles, c'est qu'était devenu toute la partie maternelle, et en plus pas de grand-père, puisqu'à la guerre de 14-18, suite à des blessures aussi, il a été
Je ne l'ai jamais connu, mon vrai grand-père, donc, est décédé jeune. Est-ce que vos parents, quand vous avez grandi, bien entendu, à votre adolescence et Voilà. par la suite, vous ont parlé de toute cette période, vous ont parlé de cette période où ils ont été faits prisonniers, peut-être de leur rencontre aussi, chose qui était peut-être plus facile à raconter, et ou au contraire, c'est une partie de leur vie qu'ils ont préféré occulter. Mais disons que mon père parlait plus facilement. Il nous racontait ses anecdotes, l'histoire du braconnage, l'histoire qu'il fabriquait l'eau de vie et tout ça. Que c'était à l'occasion de quand il y avait des fêtes, vous savez, des repas de famille, on parlait un petit peu de ces choses-là. Mais on n'avait pas tellement le temps de communiquer là-dessus, ce que je regrette énormément, parce que mon père est décédé en 1985. Bon, j'aimerais, il manque maintenant parce qu'il pourrait me répondre à des questions que je me pose. La chanson de Barzotti, le Rital, avec les chevaux corbeaux, moi c'était l'inverse, j'étais le blanc, le Ruskov, quoi. Le Cosaque. Voilà, le Cosaque que mes petits camarades aimaient me taquiner parce que j'étais, c'est vrai, même que certains m'appelaient le Boche. Et ce qui m'a beaucoup peiné, c'est ce manque j'ai eu beaucoup d'affection de la part de ma grand-mère. Je n'ai connu que ma grand-mère maternelle, c'est tout. Des membres de ma famille qui m'a donné beaucoup d'affection. Mais il me manquera toujours quelque chose, quoi. Quand on est enfant de déporté, votre père a été déporté, votre mère a été déportée, c'est quelque chose avec quoi on grandit au quotidien, qu'on porte comme fardeau, où finalement on arrive à s'en détacher. On ne peut pas s'en détacher complètement, quoi. Mais c'est vrai que, bon, moi dire j'en ai souffert, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Pour revenir sur votre frère, donc le frère aîné, qui est né en captivité dans la ferme où vos parents étaient prisonniers, qui a été caché à cette époque, et les propriétaires, les fermiers ont fermé les yeux, ce que vous disiez, sur cet enfant, sur cette naissance. Votre frère est rentré en France, il avait quel âge ? Il avait pas tout à fait 2 ans. Lui, est-ce qu'il a des souvenirs de la période ? Il est décédé rapidement, puisqu'il a eu un cancer en 2 mois et demi, il était cancer foudroyant, donc à l'âge de 44 ans. Il ne nous a jamais parlé, parce qu'il était trop petit. D'abord, il ne nous a jamais parlé de cette période. Quand il est rentré, avec ma mère, il ne parlait pas un mot de français. Il parlait allemand ? Allemand, russe, mais quelques mots peut-être de français, mais comme mes parents communiquaient en allemand, mon père parlait allemand, il a quelques mots de russe, donc il communiquait comme ça. Alors votre maman, votre mère, donc qui est toujours en vie, hein, qui habite en Dordogne. Ouais. Donc votre mère n'a jamais souhaité revenir dans sa ville natale, Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Elle n'a jamais voulu revenir sur les lieux de son enfance. Pourquoi ? Vous avez des réponses ? Non, on n'a jamais. Mon père est allé en voyage organisé. Mon père lui avait proposé, elle n'a pas voulu. Je pense qu'elle a eu tellement un chagrin. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé, quoi. Elle regarde la télévision, elle suit quelquefois qu'il y a des reportages. Donc peut-être pour conclure, vous l'avez dit tout à l'heure, vous aujourd'hui, ce que vous souhaitez et ce que vous attendez, et notamment par le biais d'une émission qui va être diffusée en Russie dans quelques temps, vous souhaitez renouer contact avec les membres de votre famille qui sont en vie. Alors peut-être pas votre grand-mère puisqu'elle serait très âgée aujourd'hui, mais ce que vous aimeriez, c'est renouer ces contacts, éventuellement retrouver des liens, des personnes, et puis ensuite peut-être vous rendre sur place. Ma mère avait 16 ans quand elle a été faite prisonnière. Elle commençait à travailler dans une fabrique qui était à Kalininsky. Donc ça devait être le lieu, le rayon, c'est la banlieue de Saint-Pétersbourg, enfin de Leningrad à l'époque. Et moi j'aimerais aller retrouver là. Et le but c'est d'essayer de voir s'il y a des survivants. Si ma grand-mère et Maria, sa fille, ont réussi à rejoindre Leningrad, et si elles ont survécu, s'il y a des proches qui sont restés là-bas,
puisqu'il y a une autre sœur aussi, Valentina. Elle est partie, Valentina, avec un autre russe en Finlande pour se marier. Je ne sais pas pourquoi ils avaient pris cette décision. Et ma mère me disait que souvent, Anastasia, notre grand-mère, allait là, à la gare de Finlande et qu'elle restait là, elle regardait cette gare, peut-être dans l'espoir de voir si sa fille n'était pas revenue.